Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous nous efforçons ici de mieux nous informer pour mieux agir. À l'heure où nous sont présentés comme indispensables encore et toujours les centrales nucléaires, mais aussi les nouveaux compteurs électriques capteurs de données Linky ou la mise en œuvre du réseau de télécommunications 5G, à l'heure de la baisse constatée du QI, du flicage généralisé, de la perte de biodiversité et de l'empoisonnement des populations cobayes par des rayonnements ionisants ou non ionisants, par des pesticides et autres perturbateurs endocriniens, à l'heure de l'accélération délirante des innovations, des startups de toutes sortes, de l'emprise technologique qui se resserre sur tous nos territoires et sur nos vies, pour notre plus grand bien, paraît-il, c'est avec intérêt et soulagement, je ne suis donc pas paranoïaque, que j'ai lu une des dernières parutions du groupe grenoblois Pièces et Main-d'œuvre, qui a pour titre « Et si on revenait à la bougie ?» L'image toute simple de la flamme d'une bougie, d'une chandelle ou même d'un cierge m'a soudain fait du bien et m'a apaisée. Ce texte retrace l'histoire de l'exploitation des ressources en eau à Grenoble à partir des années 1880 et du processus d'électrification des Alpes au début du XXe siècle. Et nous informe sur les méthodes ayant permis de faire accepter ces transformations à des populations souvent hostiles. Pièces et Main-d'œuvre nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui en ligne et en direct sur Radio Galère. Bonjour Pièces et Main-d'œuvre. Et bonjour à vous et à vos auditeurs. Alors, avant de se replonger dans l'histoire de l'électrification de la région grenobloise, en fait, je voulais vous demander pourquoi Grenoble constitue pour vous un terrain d'enquête privilégiée et peut-être vous demander d'en faire un bref état des lieux. C'est une ville qui a la réputation d'être une ville verte, écolo, branchée, c'est peut-être ça le problème, alors que vous la qualifiez de ville machine. Oui, effectivement. Alors pourquoi on s'intéresse à Grenoble ? D'abord parce qu'on est des Grenoblois, c'est la première raison et elle est valable à nos yeux parce que on pense que quand on a envie de comprendre le monde dans lequel on vit, c'est toujours bien de partir de là où on vit soi-même. Et donc ça fait 20 ans qu'effectivement on s'est intéressé à ce qu'était en train de devenir notre ville et il se trouve que par hasard nous étions dans un lieu particulier en effet, pas n'importe où sur cette planète, mais dans une ville qui depuis 150 ans a tout misé sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation technologique, c'est-à-dire le lien entre la recherche scientifique, l'industrie, les pouvoirs publics, l'argent public et privé, pour faire bondir les étapes les unes après les autres du progrès technologique. Et Grenoble, alors, à l'image d'une ville verte, bon, depuis quelque temps, parce que les dernières élections municipales ont porté à sa tête Éric Piolle, qui est donc qui a sa carte chez Europe Écologie Les Verts. Et on a une municipalité moitié verte, moitié rose-rouge, quoi, France Insoumise. Enfin, c'est un mélange un peu des deux. Et puis quelques individus qui se sont retrouvés là, qui n'avaient pas vraiment prévu d'être élus, mais qui étaient sur la liste. Et puis bon, finalement, ils ont gagné. Donc ça fait un mélange un peu. Mais bon, c'est effectivement une ville qui se veut, qui est présentée comme la grande ville écolo de France. Alors en fait, bon ça c'est l'image, et puis la réalité c'est que Éric Piolle, donc le maire, comme pratiquement tous les maires de Grenoble et les maires des communes autour, est avant tout un ingénieur. C'est-à-dire il est le produit à la fois de l'histoire de cette ville et donc de sa sociologie. Il représente en ça la partie, disons, dirigeante de la ville. Hein, on a ici énormément d'ingénieurs, techniciens, enfin de gens qui travaillent dans la recherche et l'industrie, les technologies. Et lui, il vient de Hewlett-Packard.
donc ingénieur dans l'informatique. Et ce qu'on constate depuis qu'il est là, c'est qu'il résonne en ingénieur, en effet, comme tous les maires précédents, en fait. Alors avec une petite touche pour se distinguer. Effectivement, au tout début, il a fait démonter les grands panneaux 4x3 de publicité, donc les panneaux de co, mais pour les remplacer par d'autres systèmes de publicité finalement. Et au fond, ce qu'il fait, c'est de continuer à faire de Grenoble la première de toutes les technopoles, puisque c'est un peu l'image de la ville. On l'a comment dire, en faisant un peu de greenwashing comme on dit quand on parle mal français, oui. Mais c'est-à-dire en construisant une espèce d'autoroute à vélo. En ce moment, c'est ça les travaux en ville. Bon, tout ça est fait un peu en dépit de la population, disons. C'est des grands travaux qui avancent comme ça. Mais quand on regarde vraiment, au fond, ce que c'est que le programme de Grenoble, ça reste en effet la ville machine. Juste pour donner trois des exemples les plus récents, mais en ce moment, Grenoble est la métropole, puisque maintenant Grenoble est la ville-centre de ce qu'on appelle Grenoble-Alpes Métropole, la métro, quoi. Le programme, c'est effectivement, on est ville pilote pour la 5G. Donc avant que ça soit répandu partout, il y a 9 villes en France qui ont été choisies, dont Grenoble, ça paraissait évident. Voilà. Dont Marseille aussi. Et Marseille également, voilà, oui. Bienvenue. L'autre truc, c'est qu'on est en train de pucer nos poubelles, voilà, et la grande campagne de publicité, c'est de payer le tram par SMS. Voilà, donc c'est ça l'écologie en version locale, quoi. Excusez-moi, mais ça sert à quoi de pucer une poubelle ? Alors, pucer les poubelles, ça sert à faire la ville intelligente. Et en fait, on va faire le lien avec Linky. Ça va avec, c'est-à-dire que l'idée, c'est de fabriquer une ville où tout soit connecté et où on puisse collecter des données à distance à partir de tout, de chaque chose, de chaque mouvement d'objets, de personnes, d'infrastructures. Et donc pour les poubelles, ça permet, quand le camion passe ramasser les poubelles, de scanner votre poubelle, d'enregistrer le poids, la fréquence où vous la sortez par exemple, ou des choses comme ça. Alors on va nous présenter ça comme étant, comme d'habitude, une façon d'optimiser le service. Mais en fait, derrière, en général, ce qui pointe, c'est la tarification de la relève au poids. Donc, ça donne lieu à des villes. L'incitation à ne pas. Ah, d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de militer pour qu'on vive dans un monde où il n'y ait pas d'emballage et où on baisse notre consommation en général, on nous incite à consommer. Mais à être vertueux dans le tri, à bien trier ses emballages, et ensuite on va être donc taxé au poids. Et alors dans les villes qui ont déjà commencé à tester ça, ça donne lieu à des choses intéressantes. Par exemple, les gens mettent des cadenas sur leurs poubelles parce que aussitôt on va jeter les poubelles dans celle des voilà. Quand on fait ça, en général, on retrouve des poubelles dans la nature. Parce que les gens sont pas disciplinés, mais aussi parce qu'ils en ont marre, quoi. Et il y a cette idée aussi que, comme d'habitude, on va avoir des données massive sur le fonctionnement de telle rue, de tel quartier, ou voire de telle maison, et que on détectera des changements, on détectera des habitudes, on détectera des façons de vivre, etc. Donc, si on croise ensuite et qu'on collecte et qu'on rassemble toutes les données, celles des poubelles, celles des compteurs capteurs d'électricité, de gaz, d'eau, celles des parkings communicants et celles de toutes choses communicantes, on finit par avoir une vision très transparente de la société. Enfin, quand je dis c'est le pouvoir, pas vous, oui. C'est pas nous. Pas vous. Non, c'est le pouvoir. Et puis les commerçants aussi, les marchands, quoi. Oui. Alors, tout ça a commencé, dans votre très bon article, là, tout ça a commencé par la houille blanche. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est que cette houille blanche. Et par l'électrification massive de Grenoble et des Alpes, et tout ça dans les années, donc à la fin du 19e siècle et au début du 20e, et ça ne s'est pas passé sans résistance, parce que déjà au départ, quand on veut imposer des changements aussi radicaux que ça, il y a quand même une espèce de bon sens qui dit non, mais là ça ne va pas. Mais en fait, je dois avouer que c'est une surprise. C'est-à-dire que, moi je suis grenobloise, donc comme tout grenoblois, j'ai été biberonnée au mythe de la houille blanche, et en fait j'avais
pas conscience du fait qu'il y ait pu avoir des oppositions à l'époque. Et d'ailleurs, c'est vraiment toujours la même histoire, au fond. C'est que l'histoire des résistances à l'avancée technologique, elle est vraiment, pour le coup, dissimulée. Enfin, bon, quand on cherche bien, on la trouve, mais c'est pas celle-là qu'on m'a enseignée, moi, en tout cas, ici, à l'école. Je ne savais pas ça. Donc, c'est un peu une découverte intéressante. Alors, la houille blanche, qu'est-ce que c'est? Eh ben oui, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est le nom publicitaire qu'a trouvé Aristide Bergès, donc un papetier qui venait du sud-ouest. Au départ, il venait plutôt de la Montagne Noire, et puis en fait, il s'est installé avec ses papeteries dans la vallée du Grésivaudan, donc entre Grenoble et Chambéry, juste à quelques kilomètres de Grenoble. Il faisait du papier, ce monsieur, et il était situé en aval de la chaîne de Beldon, donc des montagnes juste au-dessus, d'où coule une eau pure et abondante, comme chacun sait. Et en fait, il a eu l'idée d'équiper la combe de Lancet, donc l'endroit où il vivait, d'une conduite forcée, donc de détourner l'eau des ruisseaux pour l'utiliser et alimenter donc des turbines. Et ensuite, fabriquer de l'électricité comme ça. Et il a trouvé ce nom de houille blanche, qui était effectivement une belle trouvaille. Enfin, c'est pas lui qui l'a trouvé, d'ailleurs, je crois qu'il l'a piqué à un Italien, mais bon, bref, pour désigner cette source d'électricité en opposition à la houille noire, évidemment, le charbon. Voilà. Et donc ça, c'est en 1869 qu'il fait ça. Et très rapidement, toute l'industrie locale, alors ici on faisait du papier essentiellement comme industrie, et puis de la ganterie, du cuir. Grenoble, c'était une région qui était à l'écart un peu des grandes voies c'est une ville qui est un peu à l'écart des grandes voies de communication, et qui a toujours vécu du pays, c'est-à-dire du cuir des bêtes pour faire des gants, beaucoup, c'était célèbre pour ça. Le papier avec les forêts évidemment, le bois, et puis il y avait pas mal de maraîchage, de petite agriculture de montagne sur les coteaux, là c'était assez développé, et puis aussi beaucoup de petits ateliers d'artisanat. Et ça, c'est intéressant de le rappeler, c'est aussi passionnant de découvrir ça. C'est qu'au fond, avant Aristide Bergès et sa houille blanche et l'électricité, les Alpes sont couvertes d'une petite industrie, d'un artisanat qui utilise des machines. Des forges, des moulins, des martinets, alors les moulins, c'est pas seulement pour la farine, mais c'est aussi pour le chanvre, pour battre tout un tas de production, pour le textile notamment. On fait aussi, on broie de la pierre, du kaolin, des choses comme ça. On a des scieries aussi. Tout ça est équipé de machines qui fonctionnent avec la force hydraulique de l'eau, simplement. C'est-à-dire que, en gros, on construit des petits ateliers le long des ruisseaux et des torrents qui sont nombreux dans la région. Et puis, par l'utilisation de moulins et de systèmes vraiment très ingénieux, moi j'ai visité des lieux comme ça qui fonctionnent encore. Et c'est des merveilles vraiment d'ingéniosité, et on pouvait donc faire fonctionner tous ces ateliers-là. Et donc la région était assez active à ce niveau-là. Alors la forge, ça remonte même, c'est très 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 ancien ici, puisque les minéraux sont présents ici. Donc on avait tout ça qui marchait comme ça. Et puis arrive Aristide Bergès et sa houille blanche. Et dès ce moment-là, ça va complètement bousculer l'industrie, l'agriculture et les modes de vie locaux, parce qu'on va dire il faut électrifier. Et on électrifie tout ce qui est possible d'électrifier. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai toujours entendu dire, moi, c'est que ici, dans des fermes qui étaient à 1000 mètres d'altitude, où il y avait limite le sol en terre battue, on avait de l'électricité, très tôt. Parce qu'il y avait eu cette histoire de houille blanche. Et de là va se développer toute une industrie, alors au sens vraiment industriel, c'est-à-dire que très rapidement on va installer l'électrométallurgie, l'aluminium par électrolyse se fabrique ici, et puis ensuite c'est tout le développement du territoire qu'on a connu, et pour faire très 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 rapide, ça part de la houille blanche et puis ça arrive aujourd'hui aux nanotechnologies, mais tout ça c'est fait à partir de cette électricité produite localement, et de l'idée qu'en ont eu ensuite les industriels et les pouvoirs politiques, de se dire on va se servir de cette richesse-là, en fait c'est la matière première, c'est l'eau qu'on a, pour faire un développement économique considérable à marche forcée. Effectivement, là, il faut parler des résistances. Parce que c'est ça qu'on a découvert un peu ces temps-ci, c'est que ça s'est pas fait si simplement. C'est-à-dire que
comment dire, nous, c'est à partir de Linky qu'on a commencé à s'intéresser à ces histoires d'électricité. On a remonté Linky, on rappelle pour nos auditeurs, c'est le nouveau capteur de données, compteur électrique qu'on vous impose, vert fluorescent. Voilà, qui est censé permettre donc la réalisation de réseaux électriques intelligents et soi-disant réduire la consommation d'électricité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est sur une trajectoire totalement inverse d'augmentation de l'électricité et qu'au fond, dans les années 1880, la population était assez vertueuse en la matière. Et c'est très drôle de voir aujourd'hui comment on veut nous inculquer des bonnes manières, en quelque sorte, et nous apprendre à économiser l'électricité après nous avoir incité à la gaspiller, dans les grandes largeurs, quoi. Et donc nous, ce qu'on a découvert, c'est qu'effectivement, alors Aristide Bergès, évidemment, il a besoin de l'eau des torrents pour alimenter ses turbines, et il y a des conflits sur les usages de l'eau. Parce qu'il y a des riverains, il y a des agriculteurs, il y a des gens qui vivent sur ces ruisseaux-là autour. Donc il y a des procès, il y a des barreurs de chute, des gens qui s'opposent à cette utilisation-là, des gens qui essayent d'en profiter aussi. Il y a de la spéculation, évidemment. Mais on découvre aussi que, au fond, oui, alors les Grenoblois, les gens sont assez contents, je crois, d'avoir un peu de lumière. Ça, c'est vrai que l'éclairage est intéressant. Mais sinon, mais ça leur suffit pas que les gens aient besoin simplement d'éclairage. C'est ça. Et ce qu'on a découvert, c'est que pour que ces réseaux électriques soient rentables, il faut qu'on consomme de l'électricité. Et l'éclairage, ça consomme pas grand-chose. Et donc, il faudrait que les gens se mettent à adopter toutes ces petites choses dont ils ne savent pas qu'ils ont besoin. Comme on a retrouvé un texte où il parle d'une clientèle qui s'ignore, c'est assez joli. Des bouilloires électriques, des fer à repasser électriques, et puis toute la quincaillerie de l'électroménager qu'on va voir exploser dans les années bien plus tardives, en fait. Il faudra attendre l'après-guerre. Mais déjà dans les années 20, on pousse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la mairie de Grenoble, par exemple, alors il faut savoir qu'à Grenoble, très vite, la municipalité a décidé que l'électricité serait un service public. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société privée qui va s'occuper de ça. C'est un service municipal créé dès le début du XXe siècle, et ça l'est toujours. Enfin, maintenant c'est une SEM, mais ce qui s'appelle Grenoble et Gaz et Électricité de Grenoble, GEG, est toujours détenu majoritairement par les collectivités. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils instaurent un tarif spécifique de l'électricité pour les particuliers, pour les inciter à acheter des appareils qui consomment l'électricité. Et puis, comme ça suffit pas non plus, on va faire de la propagande. Ça, c'est vraiment réclamé par les industriels. Nous, on a retrouvé des articles de ces années-là qui disent il faut absolument que les gens adopte ça, et donc face à cette clientèle qui s'ignore, il faut lui révéler tous les besoins qu'elle ne connaît pas, mais qui vont faire son bonheur bientôt. Et donc en 1925, on organise ici, donc c'est la mairie avec le département, la chambre de commerce bien sûr, on organise l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme. C'est un énorme événement qui dure 5 mois et qui a pour but vraiment de montrer à la population, alors pas seulement locale, mais française et au-delà, puisque le président du conseil vient inaugurer, enfin c'est un événement national, montrer tous les avantages et les bienfaits de l'électricité. Donc c'est un peu sur le modèle des expositions internationales, il y a des petits villages, on montre un peu les choses. Donc par exemple, on montre la ferme électrique. À l'époque, ils ont très envie que les agriculteurs fassent du labourage électrique. Ils trouvent que ça serait un bon moyen de dépenser de l'électricité. Je sais pas trop comment ils voyaient la chose, le labourage électrique. Un tracteur avec un très long fil, je ne sais pas. Et puis alors, il y a... On va s'en rapprocher dans pas longtemps. Ouais, voilà, ça vient maintenant, mais bon, à l'époque, c'était quand même un peu bizarre. On montre la maison moderne. Alors, on imagine, en 1925, avec tout plein d'appareils nouveaux. Oui, c'était mon oncle de Jacques Tati avant l'heure. Exactement, avant l'heure. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, pour faire bonne mesure et montrer à quel point tout ça c'est un progrès, en regard, il y a dans l'exposition, il y a 2 villages reconstitués qui sont censés montrer qu'est-ce que c'est que au fond l'arriération. Et il y a un village nègre et un village alpin.
Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est censé être les repoussoirs de ce qu'on ne veut plus, des gens qui vivent avant l'époque de l'électricité. Et tout ça évidemment, ça marque les esprits, hein, ça finit par petit à petit convaincre les gens. Et ce qui est fascinant aussi, c'est ce qu'on a découvert dans ces textes-là de l'époque, c'est que parmi les moyens envisagés de faire dépenser de l'électricité aux gens, déjà dans les années 20, on parle du chauffage électrique. Alors que tout le monde sait que on parle toujours d'EDF et de ces radiateurs électriques agrippins là dans les années 70 pour écouler la production des centrales nucléaires. Et ben en fait cette histoire était dans la tête des producteurs d'électricité bien avant, ils se sont simplement inspirés d'eux. Déjà dans les années 20, on disait le seul moyen pour qu'on consomme assez d'électricité, c'est que les gens utilisent le chauffage et puis les frigos aussi. Ça, c'était oui, j'ai la citation sous les yeux, oui, de développer le plus possible l'usage, le seul moyen qu'ont ces réseaux, parce qu'on a créé les réseaux et puis après on crée l'usage. Seul moyen qu'ont ces réseaux d'obtenir une utilisation force suffisante leur permettant d'exister à l'état indépendant et de développer le plus possible l'usage de l'accumulation sous forme de chauffage, cuisine, frigorifique, etc. Et la phrase qui suit est très bien. Il y a là une question de tact, de sens des besoins d'une clientèle qui s'ignore, d'adaptation à ses goûts. Voilà. En bon français, c'est bon, il faut qu'on leur vende ces machins coûte que coûte. Voilà, et ça c'était en 1900... ça c'est 1925 ou 23, voilà. Enfin bon, ça, c'est vraiment très tôt en fait, tout de suite. Et ce qui est vraiment stupéfiant, parce que au fond, comment dire, on a toujours l'idée que l'électricité, quand c'est arrivé, ça a dû être enfin, on parle de la fée électricité quand même. Un émerveillement, mais la fée électricité, c'est pas les gens qui l'ont appelée comme ça. C'est les producteurs. C'était un slogan publicitaire aussi. Et d'ailleurs, l'affiche de l'exposition de 1925 à Grenoble, elle est extraordinaire. Elle représente, on voit la vallée de Grenoble avec les montagnes très belles, étincelantes. La fée électricité est représentée sous une forme féminine, un peu comme un peu un personnage fantastique. Elle étend ses bras au-dessus de Grenoble, d'où tombent des pièces d'or. Quand même, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une vision du progrès, liée à l'enrichissement et au développement urbain. Bon, alors, mais les gens n'étaient pas convaincus au départ. Hein. Alors, si on met en parallèle le texte que vous avez dégoté là, de M. Bergès, qui est un document diffusé par M. Bergès aux abonnés de la Société d'éclairage 1898 qui vaut son pesant de pièces d'or. Sur l'usage de la lumière électrique. Alors, sur l'usage de la lumière électrique, ça commence par l'usage de la lumière électrique, surtout dans les campagnes, est un des effectifs facteur de la civilisation, rien de moins, chez l'individu, dans la famille et dans la commune. Bon, alors après, on passe sur que faut-il... Alors après, on a la moralité, le bonheur. L'homme n'ira plus au cabaret, puisqu'il pourra rentrer chez lui. Voilà. La cuisine de la femme sera propre. Enfin, la liberté individuelle s'insinue à cette occasion. Alors, évidemment, c'est hygiénique, c'est propre. Oui. La cuisine est plus soignée. Ça, c'est intéressant, parce qu'au point de vue hygiénique, l'avantage est inappréciable. Plus d'atmosphère viciée, la lampe électrique n'empruntant rien et ne donnant rien au milieu ambiant. Alors là, on est déjà dans ce qu'on essaye. On est déjà dans ce qu'on essaye de nous raconter sur la dématérialisation, l'énergie qui viendrait d'un coup de baguette magique, la fée électrique. Il n'y a rien derrière. En fait, on a toujours eu, et je crois que ça persiste encore quand on nous parle toujours de la voiture propre et ainsi de suite, ils ont réussi à faire passer ce mythe que l'électricité, c'était quelque chose, en quelque sorte, qui tombait du ciel et qui n'exigeait nulle installation industrielle. Et ça reste très présent je crois, dans l'esprit de beaucoup de gens. L'électricité, c'est propre. Il suffit de voir ce que c'est qu'une mine d'uranium, il suffit de voir ce que c'est que l'artificialisation des sols juste pour construire une éolienne. Il suffit de voir les barrages, ce que ça a fait chez nous, et ainsi de suite. Enfin, c'est très curieux, cette croyance dans une énergie propre. Or, une énergie propre, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Je voulais juste mettre un peu en regard un texte d'EDF, là, que j'ai trouvé, la consommation d'électricité en chiffres, ce sont les chiffres de 2018. Et en préambule,
un petit peu de propagande, éclairage, chauffage, cuisson, téléphone, transport informatique, santé. L'électricité est aujourd'hui présente dans toutes les activités de la vie quotidienne. On pourrait lire ça avec le même accent qu'en 1898. Sa consommation va de pair avec l'amélioration de la qualité de vie des habitants, la création de richesses, le développement des loisirs. Il paraît très difficile de vivre aujourd'hui sans électricité. Celle-ci est indispensable au développement économique, social et industriel dans tous les pays du monde. Elle fait partie des indicateurs permettant de mesurer les écarts de développement. Tiens, le village alpin nous y revoilà. Entre les différentes régions et représente l'un des enjeux majeurs actuels du développement durable. Bon, ça faudra qu'il nous explique. Mais enfin, bon, faut le dire vite. Voilà, donc le discours n'a pas du tout, pas changé. Ouais. Pas changé. Ouais, c'est très frappant, effectivement. Alors, ces besoins. Ah bah ça a marché, hein. Ces besoins. Il faut reconnaître que ça a marché. Juste pour finir sur la propagande, ce qui est intéressant, c'est en même temps aussi tout un discours qui est développé à l'époque sur le fait que les gens des Alpes sont des arriérés. Vraiment, c'est-à-dire on trouve des textes qui disent au fond que les montagnes ne servaient à rien. Jusqu'ici, que vraiment elles étaient totalement inutiles et que enfin, grâce à l'électricité, elles vont servir. Et ce qui va avec, c'est l'idée que les habitants de ces montagnes, au fond, étaient des gens qui vivaient de façon reculée, qui étaient éloignés de la civilisation. C'est exactement ça. Et c'est la lumière, et c'est les ingénieurs. Le mythe de l'ingénieur, il naît là, à ce moment-là. Les ingénieurs, grâce à, nous dit-on, leur pouvoir d'imagination et d'innovation, vont savoir dévoiler des richesses là où le montagnard, lui, il voyait rien, quoi, en somme. Avant, il y avait rien, et ensuite il y a la civilisation. Avant, ils se contentaient de vivre. Oui, c'est ça. C'est ça, et c'est pas possible. C'est intéressant. C'est pas tolérable. C'est parfaitement interdit. Alors, je voulais juste, pour refaire le grand saut, on va parler des smart grids un petit peu. Vous citez dans votre article, c'est les entreprises locales. Bon, les smart grids apparaissent comme un levier de croissance potentiel pour GEG, donc c'est le fournisseur d'électricité à Grenoble, qui dispose d'avantages importants dans ce domaine. Un des objectifs de GEG est de sortir d'une approche des smart grids centrée sur leur intérêt direct pour les opérateurs et de s'intéresser, nous voilà pour le bien de la population, et de s'intéresser à ce que le compteur intelligent peut apporter au client final. Ou plutôt, c'est là que ça devient intéressant, parce que là, les vrais besoins, on les voit, ou plutôt au nouveau marché que cette meilleure articulation entre compteur et client peut ouvrir. Alors, si on essaye de décrypter tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la même chose, en fait, qu'il y a 150 ans, c'est-à-dire que on sait faire quelque chose, on a une nouvelle technologie possible. Comment est-ce que ça pourrait nous rapporter ? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme débouché ? Et donc, chez cette clientèle qui s'ignore toujours, comment créer de nouveaux besoins ? Avec les smart grids, donc c'est l'idée de mettre de l'informatique dans les réseaux électriques, et notamment avec les capteurs Linky qui permettent de collecter des données. On va pouvoir faire des portraits types, ou en tout cas quand on collecte beaucoup de données massivement et qu'on sait les analyser, les lire, on en tire de l'information utile. Et l'information utile va nous dire les gens font tel usage de tels outils plutôt à tel moment. À ce moment-là, peut-être qu'on pourrait leur vendre quelque chose qui irait bien dans ce sens-là. Ou et ainsi de suite. Il faut être dans la tête des gens du marketing. J'avoue que moi j'ai du mal à faire comme eux, mais ils arrivent toujours à trouver des trucs dont on n'avait jamais eu l'idée. Et finalement, ils arrivent à les refourguer parce que ça tombe bien, disons. Et comment ça tombe bien ? Parce qu'on a les données qui nous disent que vous êtes dans telle et telle situation, ou que vous avez telle ou telle habitude, et ainsi de suite. Donc on en déduit que on pourrait bien coller à votre profil, par exemple. Ça, c'est pour l'aspect commercial de ces données-là. Donc c'est ça, en fait, les nouveaux marchés dont rêve GEG, au fond, et tout ce qui tourne autour. C'est pareil pour Linky avec Enedis. Ils ont chez eux des gens qui travaillent avec des startups sur l'utilisation des données pour pouvoir fabriquer des nouveaux produits, des nouveaux services, des choses dont on n'a pas besoin, puisque nous sommes une clientèle qui s'ignore.
Toujours. Je Toujours. voulais juste remettre, j'ai trouvé la feuille de route ambitieuse pour la France du réseau 5G, le Oui. nouveau réseau de Oui. télécommunications. Alors, je vous cite quelques petites perles. Enfin, on voit bien, là, c'est toujours la même logique. La 5G reposera sur un réseau intelligent qui proposera des performances différentes en fonction des usages ciblés. Nous y voici. Ainsi, pour les besoins d'ultra haut débit, comme la vidéo 4K, je ne sais même pas ce que c'est, 8K, 3D, ou la Ça doit sûrement réalité, vouloir dire très vite. ou la réalité virtuelle, le réseau offrira un débit maximal et de grande capacité. Pour gérer des objets connectés, le réseau concentrera ses ressources sur la gestion d'un grand nombre, blablabla, blablabla. Bon. Plus loin. La 5G trouvera des applications. Donc on est bien, c'est bien la logique là. Hein. On a inventé une technique et on cherche des applications. Alors trouver des applications dans le domaine grand public, dans la continuité des usages permis par la 4G. Ça me fait mal quand je dis des choses comme ça. C'est tout. C'est pour ça que je soupire. La 5G pourrait ainsi démocratiser le streaming de vidéos 3D à 360 degrés. Donner accès aux utilisateurs à une large quantité de contenu vidéo avec une qualité supérieure à la très haute définition 4K, voilà, et permettre le développement d'applications de réalité virtuelle ou augmentée. Voilà, ça c'est les nouveaux besoins. Alors voilà, c'est intéressant ça, ce texte-là, parce que en fait, ce que ça nous décrit, bon, pour refaire un petit point rapide sur la 5G, mais la 5G, d'abord, c'est quelque chose dont on a besoin pour faire la ville intelligente, la planète intelligente, c'est-à-dire une ville ou une planète, mais parlons de ville, où tous les objets sont connectés entre eux. Donc c'est ce que nous on appelle la ville-machine, c'est-à-dire le fait que, au fond, l'idée c'est d'évacuer l'humain de la gestion et de la décision quotidienne ou plus largement, et pour la déléguer aux machines. Et donc pour ça, on a besoin que tout soit connecté, et on a besoin donc de réseaux de communication en effet puissants. Donc on fait la 5G pour ça. Il n'y a pas de ville intelligente sans 5G. Et comme le projet en ce moment de n'importe quelle ville et même de n'importe quel village, c'est de devenir smart city ou smart village, on a besoin de ce réseau-là. Mais sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire pour nous, c'est une perte énorme de liberté parce qu'on devient contraint dans une ville qui, au fond, fait de nous un simple rouage, quoi. Mais puisqu'on a ce réseau-là sous la main, en effet, on peut en plus vendre aux gogos, aux usagers et aux consommateurs qui s'ignorent des applications nouvelles pour leurs propres écrans. Qui vont justifier le fait que c'est indispensable. Et voilà, et les gens diront, bah quand même, on est content, on a des vidéos plus rapides, on a de la réalité virtuelle, on a, je sais pas quoi, des films à 360 degrés, enfin bon, des trucs qui en plus font vraiment peur sur l'état des cerveaux à venir. Oui. Mais on voit bien que ça c'est le côté les miettes qu'on jette en quelque sorte aux populos, pour qu'ils trouvent ça quand même ludique et intéressant. C'est affolant. À tout point de vue, c'est vraiment d'un cynisme absolu, quoi. Donc ils s'en cachent pas, puisque la variété d'usages nouveaux, toujours dans le texte de propagande là, c'est que surtout dès l'horizon 2020, le saut de performance technologique permis par la 5G devrait affecter de nombreux secteurs industriels. Bon, alors, c'est là la vraie raison. Dans l'automobile, les transports, l'énergie. Bon, et on finit évidemment par la réalité virtuelle. Tout ça, évidemment, entre guillemets, pour moi, parce que voilà. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a perdu ? Le progrès, c'est quoi et qu'est-ce qu'on a perdu ? Alors, je crois que maintenant, ça devient quand même assez flagrant pour beaucoup de gens que ces 150 années d'accélération du progrès technologique, il est frappant que l'électrification a donné vraiment un coup d'accélérateur énorme au progrès technologique, a permis derrière, comme je disais, la chimie, tout a découlé de l'électricité. Vraiment, l'historique est intéressant à refaire. Je le fais pas parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est
c'est vraiment un vase d'expansion industrielle fabuleux. Et donc cette accélération-là, on peut pas nier que d'un point de vue purement technoscientifique, ça soit sans doute des progrès. Si en regard, on fait un bilan, mais un vrai bilan sincère, un audit comme ils font dans l'industrie, des dégâts à la fois sur l'environnement que maintenant plus personne ne peut contester, à moins d'être sourd et aveugle, mais aussi des effets que ça a eu sur les modes de vie. Par exemple, moi je suis frappée de ce que l'électricité est venue perturber beaucoup les rythmes naturels de vie, c'est-à-dire l'accélération. On a découvert par exemple, c'est intéressant, que le mot stress, il apparaît, il est décrit d'un point de vue médical comme étant une réaction de protection en quelque sorte à un environnement modifié, quoi. Juste après, dans les années 30, 40, et puis c'est vraiment dans les années 50 qui rentre dans le vocabulaire. Et c'est pas pour rien. Avant, le stress, alors on parle de stress hydrique, tout ça dans la nature, mais pour les humains, il y avait des stress, c'est évident, liés sans doute à des événements exceptionnels, mais ça n'était pas un mode de vie quotidien. Or, aujourd'hui, tout le monde parle de on est stressé, hein, c'est normal, on est stressé. Bon. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié à cette apparition-là. Et puis, après, il faudrait faire l'audit complet de l'électricité. Là, nous, on l'a pas fait dans ce texte-là, mais c'est une des choses qu'on propose un peu au collectif Anti-Linky qui ont envie de s'intéresser à ces questions-là. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce qu'on a perdu ? Indéniablement, on a gagné des choses, mais indéniablement, on a aussi perdu des choses, et même sans doute de façon irrémédiable. Oui, irréversible. Irréversible. Oui. Voilà. Alors évidemment, quand on est au nucléaire, oui, non, mais même, là voilà, c'est-à-dire que revenir en arrière au point où on en est aujourd'hui, et bon, non, c'est pas possible. Voilà. Alors donc la conclusion, c'est, puisqu'on a on a une émission derrière nous, la conclusion, c'est, et si on revenait à la bougie? Alors évidemment, tout le monde aura compris que c'était une provocation, ce titre-là, puisque personne ne peut penser raisonnablement qu'on peut revenir à la bougie. Néanmoins, premièrement, on s'est intéressé au fait, mais qu'est-ce que c'est, comment on fait des bougies, et qu'est-ce que ça prend de faire des bougies, et depuis quand on les utilise. Et je dois avouer qu'à ma grande stupeur, j'ai découvert que déjà dans la grotte de Lascaux, on utilisait de l'éclairage portatif, ce que je ne savais pas. Mais c'est surtout qu'on soit capable de regarder, parce que tout le temps, nous autres technocritiques, on nous renvoie à la bougie, hein, évidemment. C'est-à-dire, c'est soit le nucléaire, soit la bougie. Bien. Il est possible qu'un jour, effectivement, ça soit l'alternative. Parce qu'à force d'avoir foncé tout le temps dans le nucléaire, il n'est pas impossible qu'un jour, oui, en effet, voilà. Mais bon, c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on se dit, c'est que quand on regarde tout ça, et disposant de la houille blanche, nous, là où on est, évidemment, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir de l'électricité, l'usage le plus délicat, le plus modéré, le plus réduit possible, qui du coup nous apparaîtrait comme quelque chose d'extraordinaire, parce qu'aujourd'hui on appuie sur un bouton sans y réfléchir, et on se rend même pas compte à quel point c'est fantastique finalement d'avoir de la lumière la nuit, par exemple. On s'en rend compte quand on en est privé. Voilà. Et si on en avait peu, je crois qu'on mesurerait effectivement la différence que ça fait. Et ça veut dire, on en revient toujours là, au fait qu'il est urgent que nous fassions collectivement et individuellement, mais surtout collectivement, l'inventaire de ce dont nous avons vraiment besoin et de tout ce qui est superflu et de tout ce que l'industrie a vendu à la clientèle qui s'ignorait. Voilà. Il faut maintenant revenir à quelque chose de... C'est une banalité de le dire, mais de qu'est-ce qui est essentiel, et à partir de là, de voir quels sont les moyens de production de cette énergie qui soient les moins violents possibles, et pour l'environnement et pour la société, quoi. C'est une banalité, mais il faut la répéter sans cesse. Oui, et puis en plus, je vois vraiment pas ce qu'on pourrait proposer d'autre. Bien. Donc, nous étions avec le collectif Pièces et Main d'œuvre, collectif grenoblois, qui est venu nous parler de son article après Linky. Et si on revenait à la bougie, le noir bilan de la houille blanche. Je vous conseille la lecture aussi, de plein d'articles. Progrès technoscientifique et regret, REGRE, accent grave, social et humain. Vous découvrirez ce que c'est que le regret, etc., etc. Merci beaucoup, Pièces et Main d'œuvre. Eh bien, merci à vous. Je voulais, pour finir cette émission, rendre un hommage à Alain Hervé,
qui était un ami à moi, un écrivain, un écologiste. C'est probablement grâce à lui que je suis devenue écologiste, qui était rédacteur en chef du Sauvage et qui nous a quittés la semaine dernière. Il a un dernier édito dans l'Écologiste de ce mois-ci, qui s'intitule gentiment La planète vous dit merde. Et je vous conseille de relire L'homme sauvage, Alain Hervé. Voilà, merci. Et merci à Sidi à la technique. Et pièce et main d'œuvre, eh bien, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.